Bonjour Jean-François Colossimo. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le rappelle, vous êtes l'auteur de La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe aux éditions Albin Michel. Débutons cet entretien ce matin avec ces nouvelles annonces qui nous sont parvenues. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé hier jeudi que la Russie avait commencé à transférer des armes nucléaires vers son pays, concrétisant finalement le déploiement annoncé en mars par le président russe Vladimir Poutine. Que voir ce matin en ce transfert? Est-ce que c'est une annonce qui surprend ou finalement Vladimir Poutine agite encore la menace nucléaire comme elle a l'habitude de le faire? C'est la deuxième option, bien sûr. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une annonce forte, et là il y a eu l'annonce par les États-Unis, la livraison d'avions F-16, ce qui changerait complètement la guerre, puisque jusqu'à maintenant le ciel a été neutralisé pour les Ukrainiens. On reviendra d'ailleurs sur ces États-Unis qui ont demandé quelques précautions d'usage quant à l'usage justement bien de sûr. ces armes. L'interdit, le tabou, c'est une attaque sur le sol russe. Absolument. Mais il n'empêche qu'il y a ça, et puis il y a aussi la perspective de la contre-offensive ukrainienne, qui se précise toujours un peu plus sans qu'on en connaisse évidemment les contours, puisque là on est dans le secret militaire, on est dans le secret d'État. Donc Poutine nous a habitués à cela. Chaque fois qu'il y a eu une escalade en fait du occidental, chaque fois que l'Occident est venu apporter encore un peu plus d'aide aux Ukrainiens, eh bien, il a répondu avec la menace nucléaire. Cette menace nucléaire, elle ne s'est jamais traduite. Alors là, évidemment, il utilise la plateforme que représente la Biélorussie, qui est frontalière avec l'Ukraine, avec l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire que depuis la Biélorussie, eh bien, on a dans sa ligne de mire Kiev et Lviv, l'ouest de l'Ukraine, à proximité de la Pologne, qui est vraiment le foyer national ou nationaliste ukrainien. Donc voilà, donc c'est de la menace, une fois de plus. Retenez-moi où je vais faire un malheur. Il faut savoir que ce sont des armes nucléaires tactiques. Absolument. Bon, qui ne sont pas quand même inoffensives. Hein. Il y a une portée jusqu'à 500 km, mais moins forte, effectivement, que les stratégiques. Donc, oui, mais beaucoup de ces armes que détient la Russie, c'est quand même l'équivalent de 1, 2, 3 fois Hiroshima, hein, n'est-ce pas? C'est mieux que voir. Vous répondez, Jean-François Colossimo, au pourquoi maintenant, pourquoi agiter la menace, mais justement, est-ce qu'il, dans la stratégie poutinienne, il ne reste plus que cela, finalement, pour impressionner les Occidentaux? Est-ce que c'est une menace qui peut fonctionner? C'est pas une menace militaire, c'est une menace politique. C'est-à-dire que Poutine a deux problèmes. Un, c'est conserver les gains territoriaux qu'il a opérés en envahissant l'Ukraine et qui concernent en fait la maîtrise de la mer Noire. C'est ça. Et de cette mer qui est indispensable aux Russes pour gagner les autres mers chaudes. Et puis d'un autre côté, il y a toujours, évidemment, dans le discours occidental, le fait qu'il n'y aura la paix que lorsqu'on sera débarrassé de Poutine. Et je crois que chaque fois qu'il montre l'arme nucléaire, en fait, il cherche plutôt à sanctuariser son pouvoir politique qu'à établir une menace militaire. Et l'arme nucléaire, justement, lui permet de... Il rappelle qu'il a l'arme totale et que si on cherche à totalement le détruire, lui, son régime, son pouvoir, alors, dans ce cas-là, on change d'échelle. Mais c'est pas la guerre elle-même qui est concernée par l'arme nucléaire. Vous voyez bien que cette menace, depuis février 2022, on l'entend être répétée. Et en même temps, à chaque fois, les officiels russes font marche arrière et réexpliquent la doctrine de la dissuasion nucléaire. Il faudrait que la Russie soit attaquée nucléairement pour qu'il riposte. Jean-François Colossimo, vous parliez et vous évoquiez effectivement cette question de timing, de la contre-offensive ukrainienne en préparation, ou même qui aurait commencé. Je voulais juste faire une parenthèse, vous, historien, sur votre regard que vous avez sur cette séquence, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'un Poutine qui se fait présenter une carte du XVIIe siècle, où il réécrit l'histoire en disant que finalement, sur cette carte, l'Ukraine n'est pas représentée, alors qu'en fait elle l'est, disant qu'en fait elle n'a jamais existé. Ça fait partie finalement du kit du dictateur, finalement, de réécrire cette histoire. Bien sûr, alors il y a deux choses. D'abord, c'est que les cartes, c'est la maîtrise du monde. Vous savez très bien que, par exemple, en Chine, n'est-ce pas, le monde est vu depuis la Chine et les États-Unis sont périphériques. Sont tout petits? Non, pas tout petits, mais sont périphériques, sont là-bas, au loin. Donc, cette question des cartes, ce sont aussi les cartes militaires,
les cartes géographiques, les cartes des nations. C'est un enjeu important. Poutine, lui, ne cesse de réécrire l'histoire. Alors cette carte qui date, je crois, de Louis XIV, Absolument. elle montre qu'il y a bien malgré tout un pays des Cosaques Zaporogues. C'est comme ça qu'on nommait en fait ce territoire ukrainien. Et ces Cosaques Zaporogues, très précisément, parce qu'ils étaient menacés par les Polonais et les Baltes à l'époque, au XVIIe siècle. Vous voyez, on est au siècle de cette carte. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait appel aux Russes, parce qu'ils étaient orthodoxes comme les Russes. Mais juste aux téléspectateurs, juste qui nous regardent, qui peut-être n'ont pas vu cette séquence, mais assez lunaire, on lui présente cette carte et il fait fi de ne pas voir. Alors est-ce que il est dans la négation. Il est dans la négation. Mais vous avez très vu clairement. l'escalade bien sûr, l'Ukraine a eu du mal à exister politiquement, mais elle a toujours existé culturellement, elle a toujours existé religieusement, comme distincte de la Russie. Ça, c'est très clair. Mais regardez que Poutine, à un moment, il nous disait qu'il allait sauver l'Ukraine des nazis. Puis après, il nous a dit que non, il allait désukrainiser les Ukrainiens. Et puis maintenant, il nous dit que l'Ukraine n'existe pas ou n'a jamais existé. Là aussi, il y a un phénomène d'escalade dans la négation du réel, et c'est ça qui est inquiétant. Poutine n'est pas fou au sens où on pourrait le psychiatriser, mais il est en déperdition complète du réel, il est en déréalisation. Plus cette guerre, en fait, s'étend, moins Poutine, en fait, est connecté à ce qui se passe dans cette guerre. Donc pas forcément un couac, mais révélateur très clairement Non, c'est pas de ce qu'est. c'est pas- Ça a été décrit par certains observateurs comme un couac de la propagande, justement, parce que cette scène aurait pu ne pas être filmée, ne pas être transmise sur les réseaux sociaux. Finalement, ça a été médiatisé et diffusé sur les télés du monde entier. Mais pour vous, c'est révélateur savez, d'une logique aujourd'hui du président russe. Quand on est au Kremlin aujourd'hui, les couacs de propagande, on commence d'abord par éliminer ceux qui pensent qu'il y a eu des couacs, n'est-ce pas? Et on rattrape. Et on en a éliminé quelques-uns d'ailleurs. Voilà. Et on rattrape en permanence. En fait, même s'il y a des erreurs, les erreurs sont positives parce que, en fait, encore une fois, on est dans une démarche unilatérale. Il n'y a pas de contradiction possible. On est dans une forme de guerre totale, y compris psychologique. Jean-François Colossimo, pas de contradiction possible. Oui, mais non. Quand on voit l'attitude d'un certain Prigojine à la tête de la milice Wagner et des propos qu'il peut tenir, jusqu'où fera-t-il de l'ombre au président russe, à la tête de la milice Wagner? Bakhmout est tombé sous son commandement. Elle s'est retirée, cette milice, laissant les troupes russes agir. Il y a des mots extrêmement durs à l'encontre de Poutine et de son gouvernement. Jusqu'à quand? Pourquoi Poutine laisse faire? Alors d'abord parce que vous êtes face à un régime mafieux, clanique, kleptomane. Poutine, on est un peu comme à New York, dans les familles italo-américaines de la mafia. Poutine, il tient le business, mais plus on s'éloigne, plus on est à la périphérie, moins en fait il a d'impact. Ou si vous préférez une autre image, au moment où l'Empire romain était rentré en complète déliquescence, vous aviez dans les marches, à la périphérie, des généraux qui prenaient le pouvoir et peut-être, pour certains d'entre eux, ensuite essayer de marcher sur Rome. C'est là où on en est. Prigojine, de toute façon, pour l'instant, n'a pas véritablement inquiété Poutine, sinon il serait mort, en dépit de la protection que lui offre le groupe Wagner. Il inquiète uniquement quoi dans ses vidéos postées sur Telegram et ses coups d'éclat médiatiques? Jusqu'à quel point Poutine est-il informé? Vous savez que Poutine est quelqu'un qui ne s'informe que d'une seule manière, c'est sa génération, par la télévision. On transporte des télévisions chaque fois qu'il change d'endroit, parce que vous savez qu'il ne vit plus au Kremlin, il change de datcha, et en fait, c'est l'info télé qui, pour lui, est la source d'informations sur les opinions. Pour vous, il n'a pas de portable, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Et pour vous, il pourrait ne pas être au courant de certaines déclarations? Parce que j'ai relevé notamment celle-là. Il accuse l'armée russe de procéder à une disparité sociale dans ce conflit. Les fils issus de familles pauvres étant envoyés du front dans des cercueils en zinc, tandis que les enfants de l'élite russe, dit-il, pardonnez-moi pour l'expression, agitent leur cul au soleil. Est-ce que ça, Poutine peut être au courant de ce type de déclaration? Les gens de Navalny, le fameux dissident, avaient piégé le fils de Peskov, c'est le porte-parole de Poutine, le porte-parole du Kremlin, en lui disant qu'il fallait qu'il fasse son barda pour partir au front. Et le fils de Peskov tout de suite a dit non, il y a une erreur, je vais vous donner un numéro de téléphone, appelez. Donc bien sûr que là, Prigojine, en fait, en tant que populiste, un peu plus populiste fascistoïde, en fait, c'est jouer de l'opinion populaire. Maintenant, la véritable valeur de Prigojine, pour Poutine, c'est pas Bakhmout, c'est l'Afrique. Ce sont les mines d'Afrique. Avec ces milices positionnées qui ne cessent de gagner du terrain, très clairement. Et qui nous ont bousculés, nous, au Mali,
au Burkina Faso, en Centrafrique. Entraînant notre retrait, notamment de l'armée française. Absolument. Et d'autres. Alors la force, elle est là. C'est pas parce qu'il a envoyé à la boucherie des prisonniers de droit commun qu'il est allé recruter dans les centrales pénitentiaires. C'est pas parce qu'il veut, etc. Ensuite, il peut 20 000 morts, selon lui, dans sa milice. Ce sont ces chiffres, en tout cas. J'ai un peu exagéré, parce que je pense que sa milice n'a pas compté autant de membres. Mais il y a eu des morts, oui, bien sûr, énormément. Ils ont été certainement décimés à 90%, les gens qu'il a recrutés pour l'opération Bakhmut. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, vous êtes, encore une fois, face véritablement à une sorte de mafia internationalisée. Ce qui compte, ce sont les minerais d'Afrique, les pierres précieuses, les métaux rares. Et c'est comme ça que Prigojine et sa milice tiennent aujourd'hui le Kremlin. Parlons de Poutine à nouveau, et ces déclarations du chancelier allemand qui interpelle aussi, qui redit qu'il reprendra contact avec le président russe une fois le moment venu, et qui en écho au propos du chef de l'État français, dit que la Russie doit comprendre qu'il ne peut pas s'agir de sceller une sorte de paix froide. Emmanuel Macron a évoqué le conflit gelé. Comment comprendre aujourd'hui ces prises de position de dirigeants européens qui, depuis des mois, il faut le dire, Emmanuel Macron avait dit qu'il reprendrait contact avec Poutine en décembre dernier. Ce coup de fil n'a toujours pas eu lieu. Comment entendre ces prises de position Alors d'abord, moi je n'ai jamais été de ceux qui ont reproché à Emmanuel Macron d'avoir gardé un fil de conversation avec Poutine. Fil qui n'existe plus depuis près de 5 mois. Parce que, et très précisément, parce qu'il n'existe plus, je crois aussi que c'est ce qui explique que nous sommes encore plus radicalement que nous l'avons été aux côtés de l'Ukraine. Maintenant, la vérité, ce qu'on craint, c'est une situation Corée du Sud, Corée du Nord. C'est-à-dire qu'il y a un véritable gel du front, parce qu'au fond, Poutine a tout raté dans cette guerre, sauf une chose. Enfin, il a raté son opération spéciale, il a dépensé tout son armement. Kiev aurait dû tomber en quelques semaines. Le bilan humain est terrible, n'est-ce pas ? Même il y aura un impact démographique, etc. Mais il a cette bande sur la mer Noire. Et la mer Noire, encore une fois, pour l'instant, il a gardé la Crimée. C'est ça qui lui importe. Parce que ça, c'est véritablement une pièce indispensable à la géostratégie russe. Sinon, les Russes n'existent pas sur les mers. Il leur faut passer par la Baltique ou par le pôle. Et là, donc, de ce point de vue-là, et la mer Noire, ça a toujours été l'Empire tsariste, ça a toujours été cette descente vers la mer Noire, les détroits, le Bosphore, etc. Est-ce que, en fait, si la contre-offensive échoue, parce que en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est un fusil à un coup. Et on va y revenir à cette contre-offensive en cours de préparation. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on aurait un gel, une situation de gel, comme le dit le président de la République? Cette situation de gel installerait en fait... Une sorte de cessez-le-feu, en fait. Mais même sans cessez-le-feu, il y aurait des escarmouches, mais bon, il n'y aurait plus d'offensive russe, il n'y aurait plus de contre-offensive ukrainienne, on serait sur un front stabilisé avec plus ou moins des pertes et des gains de chaque côté de quelques pénétrations, quelques villages repris, perdus, et ça durerait... Sur une guerre sur des années. Ça durerait sur 50 ans, sur un siècle. Regardez avec la guerre de Corée, on en est à combien ? Et ça, c'est quelque chose que les dirigeants occidentaux européens redoutent et ne souhaitent absolument pas. Bien sûr, parce que ça voudrait dire qu'on installerait une guerre larvée, parce que tout de même, à terme, ni Moscou ni Kiev ne pourraient accepter cette situation, je dirais, gelée, et donc on serait avec une guerre larvée en permanence au cœur de l'Europe. Venons-en justement, on en a parlé de cette contre-offensive ukrainienne. De nouveaux bombardements ont eu lieu cette nuit sur Kiev. Dans la nuit, on a annoncé l'administration civile et militaire avec des missiles qui ont été interceptés et détruits. Mais dans le même temps, on apprend, alors c'est à mettre au conditionnel parce que là aussi les informations ont du mal à être vérifiées, mais de nouvelles incursions auraient eu lieu en territoire russe au niveau de Berdiansk et de Rostov cette nuit, qui font suite évidemment à l'épisode de Belgorod de cette semaine. Que disent ces incursions en territoire russe? Est-ce que cela vous fait dire que la contre-offensive ukrainienne, même si Zelensky demandait plus de temps, que l'armée n'était pas encore complètement prête, a d'ores et déjà commencé, selon vous, Jean-François Conossi? La contre-offensive, elle a d'ores et déjà commencé, ou plutôt les préparatifs de la contre-offensive. Il faut bien comprendre que, les Ukrainiens font ce qu'on appelle en termes militaires du modelage, c'est-à-dire qu'ils remodèlent le front de manière à ce que ce front puisse être offert à une contre-offensive.
Donc ils bombardent, ils balancent des drones, ils font des incursions de manière à neutraliser les postes de commandement, les réserves de gasoil, etc. De manière Des points stratégiques, c'est exactement leur stratégie aujourd'hui. pour essayer en fait d'aménager le front à leur convenance, que le front russe ne soit pas si réactif. Et puis deuxièmement, évidemment, Kiev dit on n'a rien à voir avec ses partisans, ce sont des partisans russes qui agissent contre Poutine. Bon, la Russie dit non, et je pense que c'est pas parce que le régime de Poutine est exécrable que lorsque le Kremlin dit quelque chose, c'est toujours faux. C'est évident que ces actes de sabotage, ces attaques limitées, etc., déstabilisent la frontière. Or, la frontière, c'est le lieu par lequel peuvent passer les renforts russes, au cas où les Russes se feraient enfoncer. Et ça se fait en coordination avec les services de renseignement ukrainiens, ça ne fait aucun doute, malgré les dénégations. C'est à l'avantage de qui Je veux dire, c'est à l'avantage de qui? Pourquoi ça vient maintenant? Mais c'est la guerre. Enfin, je veux dire, on ne va pas reprocher aux Ukrainiens de se défendre. Avec ce rappel, on le disait aussi, de Washington, qui a promis cette livraison de F-16 par des pays tiers, ce ne sera pas les États-Unis qui livreront directement des F-16, qui rappelle à Kiev que ces équipements militaires ne doivent pas être utilisés sur le sol russe. Manière de dire finalement, attention à ne pas aller trop loin. Bien sûr, parce qu'on sait que ça c'est la ligne rouge. Mais en même temps, si vous voulez, ces F-16 ne vont pas participer à la contre-offensive. Chaque fois qu'il y a une annonce, voilà, et puis il y a la mise en efficacité de ces armes, tout ça prend des mois. En revanche, ce qu'on ignore complètement, le secret est bien gardé, c'est l'axe de pénétration de la contre-offensive. C'est-à-dire, où est-ce qu'ils vont vraiment cogner? Parce qu'on est sur un front de 1500 km. Alors là, on peut quand même faire, je dirais, on peut faire une hypothèse très recevable, c'est qu'ils vont cogner sur l'axe de la Crimée, parce que en fait, comme la contre-offensive, on ne sait pas combien de temps elle pourra durer, il faut qu'elle crée la panique dans le pouvoir russe, au Kremlin, et pour créer la panique, c'est la mise en danger pour Poutine de perdre la Crimée. Donc il y a aussi un volet politique et un volet de propagande au sens fort du terme, au sens recevable du terme, dans cette contre-offensive. Cette contre-offensive, elle est faite pour démoraliser Poutine et les siens. Il n'est pas sûr que les Ukrainiens espèrent même véritablement gagner au sens où ils nettoieraient totalement les territoires conquis. Il faut démoraliser l'adversaire. Mais ça peut avoir un réel impact, très clairement, démoraliser Poutine sur 15 mois, 16 mois de conflit. Ce sur quoi on compte, c'est qu'il y aura quand même une réaction russe. Ces partisans issus soit des déserteurs de l'armée, soit des ultranationalistes, tous ces partisans russes là qui agissent à Belgorod, à Bryansk, à Kursk, tous ne sont pas non plus vraiment recommandables, n'est-ce pas? Ce ne sont pas tous des héros de la liberté. Mais malgré tout, voilà, jouer en fait sur le fait que un Poutine commençant à être vaincu, c'est un Poutine affaibli. Et un Poutine affaibli, c'est peut-être un Poutine qui, d'un coup, déraille, qui, d'un coup, je dirais, vertigineusement chute. C'est un peu ça le calcul, me semble-t-il, parce que sinon, militairement, il y a peu de chances qu'on arrive à une solution réglée rapidement. Militairement, diplomatiquement aussi, juste votre regard d'historien, de spécialiste de cette question, d'un Volodymyr Zelensky accueilli en guest star, finalement, surprise, au G7, dans un avion de la République. C'était il y a une semaine, mais malgré tout, c'est important d'avoir votre regard là-dessus. C'est un coup diplomatique réussi. C'était bien qu'il se rende physiquement sur place pour vous. C'est un game changer, comme l'a pu le dire le président français. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il y a plus que ça encore. C'est que toute cette histoire entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, elle vient de l'affrontement entre Byzance et Charlemagne, à partir de la séparation du christianisme, la séparation des deux empires. Et c'est l'historien qui parle. Ouais. Et Volodymyr Zelensky vient de recevoir le prix Charlemagne. L'Ukraine a définitivement viré vers l'Ouest, et il y a un grand responsable, finalement, à cette dislocation encore plus forte de l'Europe de l'Est totale, c'est Vladimir Poutine lui-même. Vladimir Poutine, vous voyez, il aime réécrire les cartes, mais c'est lui qui a rayé finalement le pont qui pouvait exister entre la Russie et l'Ukraine. C'est un très mauvais cartographe. Jean-François Collot-Simon, on arrive quasiment à la fin de cet entretien. Je voulais juste vous interroger à la veille, l'avant-veille du deuxième tour des élections présidentielles en Turquie. Votre regard là aussi. Erdogan a manqué de peu l'élection au premier tour il y a 15 jours. Est-ce que selon vous, on a sous-estimé
la popularité du président sortant, parce qu'on le disait affaibli finalement. On a surestimé la capacité de l'opposition, on a sous-estimé le fait que finalement Erdogan a su faire de cette élection une espèce de référendum pour la Turquie éternelle attaquée par les opposants, et on a surestimé la qualité de cette opposition, puisqu'on voit aujourd'hui que ces 2 semaines là, après le premier tour, il y a une espèce de course finalement au racisme, au complotisme, et finalement cette opposition, elle donne raison involontairement à Erdogan lorsqu'elle réclame l'exclusion de tous les réfugiés syriens, lorsque finalement elle réclame de renforcer les lois contre le terrorisme. Les nationalistes au centre du jeu, exactement, durant cette élection. Mais en fait, on n'a pas compris, parce qu'on ne veut pas savoir. Vous voyez, on reste toujours dans nos idées que le progrès va arriver tout seul. On n'a pas voulu voir tout simplement qu'en Turquie, il n'y a que des nationalistes. Et pour vous, c'est la confirmation d'un tournant anti-occidental de la Turquie par cette élection et de son agressivité géopolitique? Certains l'ont décrit comme cela. Oui, mais avec juste un bémol, c'est que la Turquie sera toujours plus anti-occidentale tout en étant dans l'OTAN, dans l'Alliance Atlantique, et en étant l'une des principales armées de l'Alliance Atlantique, parce que les États-Unis le veulent ainsi, parce que la Turquie est au centre de tous ces champs de bataille. Ah, la Turquie est présente dans le conflit ukrainien, mais elle est présente aussi en Syrie, au Proche-Orient, et puis elle va être présente demain en Asie centrale, et elle est présente dans le Caucase, où avec son allié l'Azerbaïdjan, elle est en train d'écraser les Arméniens, ayant transformé le Haut-Karabakh en une espèce de grand camp de concentration pour les Arméniens. Donc cette Turquie qui est partout, en même temps, on a un véritable problème, c'est que militairement, elle est censée être du côté des forces occidentales, et en même temps, elle professe une agressivité anti-occidentale, et surtout, elle copine la Turquie d'Erdogan avec tous les grands anti-occidentaux, le chinois Xi Jinping, l'Indien Modi, l'Iranien Khamenei, et bien sûr le Russe Poutine.